Surnommée la mère de toutes les batailles, la bataille d'Alep continue de faire rage. Depuis une semaine, les rebelles et forces loyalistes s'affrontent pour le contrôle de la ville. Alep représente une étape clé dans la guerre qui se joue. Les bandes d'Assad sont en train de s'effondrer graduellement. L'armée aussi s'effondre. La volonté des combattants est forte. Et si Dieu le veut, avant la fête de la fin du Ramadan, on sera libre. Pour la seule journée d'hier, les violences à travers les pays ont fait 93 morts, dont 41 civils. Lors de sa première rencontre hier avec les responsables du gouvernement syrien, le chef des observateurs de l'ONU a appelé à un arrêt de combat. Durant ma visite à Homs, j'ai pu constater personnellement un pilonnage intense d'artillerie et de mortiers. Je suis très inquiet de la violence qui se poursuit et nous devons reconnaître que la violence est le fait des deux parties. Les combats ont poussé sur les routes de l'exil ces derniers jours plus de 200 000 personnes en Turquie, Liban et même en Algérie qui a accueilli près de 12 000 réfugiés syriens en un mois. Pendant ce temps, la communauté internationale reste divisée sur la question syrienne. La France envisage de convoquer une réunion du Conseil de sécurité au niveau ministériel, mais rien ne permet de dire que le dossier pourrait être débloqué. La Russie et la Chine sont toujours opposées à toute sanction contre le régime de Bachar al-Assad. L'Assemblée nationale sénégalaise a un nouveau président depuis lundi. Il s'agit de Moustapha Niasse, l'ancien Premier ministre qui a dirigé la liste de Benno Bokk Yakaar, coalition au pouvoir. Il a obtenu 126 voix sur 146 votants. Dans son discours, le nouveau président a rappelé l'un des rôles primordiaux de l'Assemblée nationale, une institution censée être constamment à l'écoute du peuple. L'Assemblée nationale porte et assume la responsabilité du devoir de légiférer, mais aussi du pouvoir, par la force des lois, de contribuer, selon des modalités qui sont prévues par notre Constitution de la République, à accompagner, à favoriser l'avènement d'une société fondée sur le droit, sur les principes de liberté et sur la solidarité qui font la force des nations. Moustapha Niasse a aussi salué le fait important de cette nouvelle législature, à savoir le nombre de femmes, soit 64 députés sur un total de 150. Une mention particulière pour nos sœurs sénégalaises, élues députées à l'Assemblée nationale, qui, ce jour, inaugurent avec nous l'ère de la parité. Dans cet hémicycle dominé par la coalition de la majorité présidentielle avec 119 députés, ces derniers ont tous conscience de ce qui les attend. C'est une assemblée de rupture. Nous avons adopté pour ça et nous allons travailler pour ça, pour qu'il y ait une rupture. Parce qu'on a assez fait de folklore et il faut se mettre au travail maintenant. À 73 ans, Moustapha Niasse est le 11e président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Le ministre congolais de la communication et des médias, Lambert Mende Omala, revient sur la position du Rwanda dans la guerre qui sévit à l'est de la RDC. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, le Rwanda est bien le responsable de la guerre au Nord Kivu. Le monde entier a placé le problème de la cause initiale de ce que nous connaissons aujourd'hui comme déstabilisation au Nord Kivu au Rwanda. Est-ce que c'est le Rwanda qui agit comme gouvernement? Est-ce que ce sont des membres de l'establishment rwandaise qui agissent pour leur propre compte? Pour nous, c'est le Rwanda qui est responsable. Les États-Unis, les Pays-Bas et quelques autres pays occidentaux ont pris des sanctions à l'encontre du Rwanda pour son soutien aux groupes armés du M23 qui font la guerre. Le gouvernement congolais s'en félicite mais exige plus. Les sanctions n'y suffisent pas étant donné qu'on continue à se battre. On continue à agresser la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo regorge des richesses naturelles importantes. Pour le ministre, ce sont ces richesses qui attisent la querelle. Il y a des gens qui se sont installés confortablement dans la cueillette sans contrepartie des ressources naturelles au Kivu et qui pensent que la remise en ordre, la stabilisation du Kivu va mettre fin à cette rente de situation. La guerre au Nord Kivu a fait plusieurs milliers de victimes. Le gouvernement de Kinshasa, longtemps accusé d'être passif, se dit aujourd'hui impliqué dans la résolution du conflit. Des négociations sont en cours entre les gouvernements congolais et rwandais pour mettre un terme à cette guerre.
La gestion axée sur les résultats passe pour être le cheval de bataille du gouvernement Matata Mponyo. Animé par les soucis d'accroître le recette au profit du trésor public, le chef du gouvernement n'y ménage aucun effort pour parvenir aux objectifs que le chef de l'État a assignés à son gouvernement. Pour cette première sortie en dehors de la capitale, Matata Mponyo s'est fait accompagner des grosses pointures du gouvernement, à côté d'eux les responsables des principaux régies financières. Une fois à Matadi, Matata Mponyo, après une visite d'inspection au port, se rend compte qu'il y a beaucoup de services pirates dont les recettes réalisées échappent du trésor public. Le port de Matadi se trouve désormais dans les radars de la gestion de la performance du gouvernement, avec un suivi rigoureux, un suivi de proximité va être réalisé par l'ensemble des acteurs qui se situent dans le périmètre du port de Matadi. Après Matadi, la délégation gouvernementale s'est rendue à Boma. Là encore, d'importantes mesures sont prises pour assainir le cadre du travail. Le directeur général adjoint de la DGDA, Gabriel Mouepou, réunit les responsables de la brigade douanière du Bas-Congo Boma pour donner des instructions très précises. Le gouvernement a demandé que les services qui sont au port, tous les services, que ce soit à Matadi ou ici, puissent travailler 24 heures sur 24. 14 millions de dollars seront débloqués au profit de la société de transport et port. Le port international des Matadi devrait désormais bénéficier de toute l'attention du gouvernement afin qu'il contribue à la mobilisation des recettes voulues par le gouvernement. 10 épouses de chefs d'État africains et une vingtaine de représentants de premières dames se sont retrouvés autour de Mme Goodluck Jonathan Patience pour réfléchir autour du thème « La femme africaine, une voix pour la paix ». Une dizaine d'allocutions ont marqué cette rencontre au sommet. Ministres nigériens des Affaires étrangères, représentants d'institutions et organismes régionaux, sous-régionaux et internationaux ont souligné le rôle des femmes dans la résolution des conflits. Cette mission de paix des premières dames d'Afrique apparaît à leurs yeux comme étant une des voies susceptibles de contribuer à prévenir les successions de crises sur un continent déjà meurtri. Madame Joyce Banda, présidente de la République du Malawi, a salué cette mission de paix qui doit servir à ses yeux de modèle en Afrique où les femmes sont appelées à faire face aux défis de leur temps. Entre autres défis, elle a cité le règlement des conflits au Soudan, au Mozambique, à l'est de la RDC, au nord de l'Ouganda, en Érythrée et le terrorisme au Mali. La première dame du Nigeria, Dr Patience Goodluck Jonathan, s'est réjouie de la présence de ses sœurs d'Afrique à ses côtés. Beaucoup de défis nous restent à relever, a reconnu Mme Jonathan, à savoir mettre un terme aux conflits violents, à la criminalité, au terrorisme, à la faim et aux maladies en Afrique. Le chef de l'État nigérien, Goodluck Ebele Jonathan, a loué le rôle des femmes dans la résolution des conflits, le maintien de la paix et la sécurité sur le continent et souhaité que des assises d'Abuja sortent de fructueuses résolutions pour le développement et la prospérité du continent. Les résultats issus de ce 7e sommet permettront aux premières dames de mieux s'impliquer à travers cette structure dans la résolution des situations de crise. La mission de paix des premières dames d'Afrique, MIPREDA, a vu le jour lors de la tenue du sommet de l'UA au Zimbabwe. Depuis lors, 5 autres sommets se sont tenus, dont le dernier en 2008 à Brazzaville au Congo. Le 7e sommet de la mission de paix et de sécurité des premières dames d'Afrique aura montré toute la détermination des femmes à se battre pour asseoir un climat de paix sur le continent. « 18 structures sanitaires publiques gabonaises ont reçu de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille un don de matériel relatif à l'accouchement. Ce programme a pour objectif de sécuriser les accouchements des femmes démunies, premièrement, par les dotations comme celles que nous venons de faire présentement au centre hospitalier régional Paul Mukambi. Ensuite, le programme a pour objectif de recycler et former les personnels en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Au total, des trousses médicales, des moustiquaires imprégnés et des kits d'accouchement ont été distribués par la Fondation. Un geste louable pour les bénéficiaires qui ne cachent pas leur satisfaction. Ce don nous est d'un grand appui parce que aujourd'hui notre maternité connaît une recrudescence de 30%.
et beaucoup de femmes viennent souvent démunies et les sages-femmes sont confrontées parfois à des problèmes, des manquements matériels. Si ces actions-là essaient de continuer dans ce même sens, vraiment nous qui sommes dans l'arrière-pays, je pense qu'on va essayer de bénéficier de beaucoup de choses de la Fondation Sylvia Bongo. Lancée dans la province de l'Estuaire, l'opération qui s'inscrit dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans les zones rurales se poursuit dans plusieurs localités du Gabon.